notre espace public et pas mal de nos villes sont en fait, maintenant c'est peut-être une provocation, mais en tout cas ça peut être une conclusion, on peut débattre, que nos villes, nos espaces publics sont construits pour un homme qui a 30 ans, qui est en bonne santé et qui est physiquement actif. Donc la plupart de nos espaces sont en fait pas très inclusifs. Et si on accepte cette idée, il faut aussi discuter quelles sont les conséquences et plus important, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions pour faire de villes des espaces publics beaucoup plus inclusifs pour tout le monde, pour tous les groupes? Donc, j'aimerais bien vous introduire Bianca Hermansen, qui est architecte danoise, mais habitant à Londres, où elle travaille pour Signal comme architecte. Ce qui est très intéressant pour toi aussi, c'est que à côté d'architecture, tu as aussi fait sciences sociales. Et pour cela, Bianca regarde un peu l'architecture, mais aussi le comportement dans cette architecture. Et là, Anne Labreuil, qui est architecte urbaniste libéral, tu as ta société, et en plus de ça aussi maîtresse de conférence à Paris-Nanterre. D'abord, Anne. Merci, bonjour. Je suis ravie d'être là. C'est très surprenant pour moi d'être là. Hein. Donc voilà, c'était une belle surprise cet été quand on a échangé avec Rebecca. C'était rigolo. Bref, donc je ne savais pas qu'il y avait cette maison du Danemark. Je suis ravie de rencontrer Bianca aussi parce que je sais qu'au Danemark, il y a quand même une question qui est assez, qui est assez récurrente. En tout cas, moi qui cherche un peu sur le sujet, parce que je fais l'apprentie sorcière sur la prise en compte du genre dans la fabrique urbaine. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'exemples venant du Danemark. Donc voilà, j'arrive humblement avec mes expérimentations architecturales et surtout l'espace public. Donc, juste pour un peu me présenter, donc voilà, je suis architecte, j'enseigne et je pense que c'est pas pour rien aussi parce que je passe mon temps à me poser des questions sur ma pratique, etc. Voilà, et j'aime bien aussi restituer. Et je pense que c'est cette prise de questionnement perpétuel qui m'ont fait m'intéresser aux questions de genre parce que quand j'étais étudiante, parce que ça fait 20 ans que je pratique et je m'étais jamais posé la question. Je m'étais jamais posé la question comme vous, en tant qu'architecte, comment je construis peut-être en prenant en compte les hommes, les femmes, parce que pour moi, surtout française, universaliste, je construis pour tout le monde et je ne fais pas de différence. Et qu'en fait, c'est des universitaires, ce sont des géographes qui m'ont sensibilisée sur le fait que les hommes et les femmes n'avaient pas effectivement les mêmes usages de l'espace public et que je pouvais prendre en compte ça et réfléchir un peu à ma pratique professionnelle. Et puis, en fait, cette prise de conscience, elle est venue surtout d'une première prise de conscience professionnelle. Parce que quand je me suis installée à mon compte, il y a une dizaine d'années, alors que je faisais ma maline jusqu'à présent dans les agences d'architecture, j'avais pas l'impression qu'il y avait de problème. Et c'est vrai que s'installer à son compte, finalement, il y a eu pas mal de problèmes qui sont arrivés. Et dans un premier temps, on s'est regroupé, plusieurs femmes architectes, pour en discuter. Et c'est ce regard, en fait, sur notre profession, sur notre héritage, sur la manière dont on a appris l'architecture et les difficultés qu'on pouvait avoir à l'exercer, qui nous ont fait justement émerger toute cette prise de conscience-là. C'est pour ça que je voulais revenir, et là, très très rapidement, je ne sais pas s'il y a des architectes parmi vous, mais je voulais faire juste un petit, parce que c'est un peu le sujet de notre association, vous dire qu'actuellement, la profession en France, en tout cas des architectes, est extrêmement féminisée, de plus en plus, surtout dans les écoles d'architecture, mais que paradoxalement, puisqu'on a maintenant 60% d'étudiantes dans les écoles d'architecture, mais que paradoxalement, la profession, elle, est peu féminisée, puisqu'on est à l'ordre des architectes, on est 70% d'hommes et 30% de femmes. Voilà, ça, c'est Et ce qui surtout fait hurler, c'est la différence de revenus, puisque tout âge confondu, les femmes architectes gagnent 44% de moins que les hommes architectes. Et donc ça, en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ça a une incidence. Si on gagne moins, c'est qu'on travaille moins, malheureusement, qu'on a moins accès à des marchés publics, à des projets, et qu'on peut, du coup, plus difficilement, effectivement, se poser ces questions-là.
Ce qui fait hurler un petit peu, parce que tout le monde me dit, mais vous inquiétez pas, ça va changer, il y a de plus en plus de femmes dans les écoles d'architecture, donc il y a de plus en plus de femmes qui vont devenir architectes, il y a de plus en plus de femmes qui vont s'intéresser à ces questions-là. Bien sûr, les hommes pourraient s'intéresser aux questions de genre, hein, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas tellement fait. Donc je suis assez optimiste, j'interviens dans les écoles, il y a des mecs qui vont s'y intéresser, mais jusqu'à présent, c'était plutôt une affaire de filles. Et ce qui me fait quand même un petit peu dire qu'il faut faire attention, c'est, alors bon, je ne sais pas si parmi vous faites partie du milieu de l'architecture, mais je vais un peu vous décrypter très rapidement. C'est le prix des meilleurs diplômes d'un côté, et l'autre côté, c'est le prix des jeunes architectes. Et donc normalement, il y a quoi ? Il y a 2 ans d'écart entre le moment où on est diplômé puis le moment où on peut postuler au prix. Et on voit que le prix est remporté par 78% de femmes sorties des diplômes, et à l'inverse, le prix des AJAP, donc des jeunes albums, c'est 8 pour cette année. Alors jusqu'à présent, c'était pas brillant, c'était 20%. Mais cette année, je ne sais pas si c'est le Covid, mais seulement 8% de femmes ont remporté ça. Et ça pose question, parce qu'effectivement, puisque c'est un tremplin, en fait, ce prix pour les jeunes architectes, quelle place va faire la profession à ces femmes-là qui vont un petit peu bousculer les choses. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu cette introduction. Et puis aussi, évidemment, quand on commence à interroger le genre, on commence à s'interroger sur la manière dont on a appris l'architecture. Et je ne sais pas si vous connaissez l'homme de Vitruve, le modulor, qui est quand même... vous connaissez le modulor ? Donc c'est notre cher Le Corbusier, hein, qui a mis en place ça et qui organise en fait toute l'architecture, toutes les mesures architecturales partent de cet homme-là, 1m83, j'en reviens à ce que vous disiez, 1m83, en bonne santé, etc. Donc toute l'architecture se construit autour de cette figure-là. Donc ma première étape, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est justement un peu d'interroger ça et déstructurer et se rendre compte que, évidemment, nous ne faisions pas tous 1m83 et que nous n'étions pas tous en bonne santé. Et voilà. Là, juste petite anecdote rigolote, c'est une invitation au bal des architectes il y a quelques années. Et vous voyez comment les hommes et les femmes, pour les architectes, il y a encore 10 ans, étaient différenciés. Une femme architecte, elle a un collier d'architecte, elle a un collier, c'est tout. Voilà, c'était la différence pour inviter tout le monde. C'était ça, je ne peux pas m'empêcher de ressortir régulièrement cette petite invitation, tellement elle est à l'image, en fait, de notre profession et de ce qu'il y a encore à bousculer. Alors l'association, très rapidement, mes mots, qu'est-ce qu'on fait ? On objective, on travaille un peu sur la recherche pour avoir des données, parce que là, c'est un petit truc que je vous montre très rapidement, mais il y a un gros travail d'objectivation à faire. On intervient dans les écoles. La prise en compte du genre n'est pas du tout enseignée dans les écoles d'architecture en France. Par contre, des étudiants, c'est là où je suis assez optimiste, s'intéressent à ces questions-là. Donc parfois, nous invitent, on arrive à organiser quelques ateliers. On travaille sur la représentation et les difficultés que peuvent avoir les jeunes femmes à s'identifier comme futures architectes. Donc, quels sont les points de blocage ? On organise des débats partout où on peut dans l'institution pour faire bouger les choses. Et puis, je vous invite ce week-end, en même temps que les journées du patrimoine en France, vous savez, on est quelques-unes à organiser les journées du matrimoine. Le matrimoine est un terme qui existait en français, jusqu'à l'Académie française, jusqu'au XVIIIe siècle, qu'il a gentiment éradiqué, puisqu'on n'hérite absolument rien de nos mères, c'est bien connu, et qu'elles n'ont rien à faire là. Donc nous, on fait des malines, et on va faire visiter des œuvres faites par des architectes femmes. On fait des parcours, et c'est quand même relatif. Alors, il n'y a pas que des architectes, il y a aussi des artistes. On est une grosse... c'est l'association HF qui organise ça. Donc voilà, si vous croisez le matrimoine, n'hésitez pas. C'est assez intéressant. Et en tout cas, notre objectif, c'est de montrer aussi au grand public qu'il y a des femmes qui sont architectes. Parce que généralement, quand vous interviewez les gens, vous connaissez un architecte, citez-moi une architecte connue. Oui, qu'il a été... alors Christine, tout à fait. Eh bien, parce qu'il y a eu une loi, qui est la loi de la parité, et grâce à cette loi-là, elle a pu être élue. Zahadid, irakienne. Ouais, c'est la seule qui est récurrente, qui revient. Voilà, des petites photos pour vous donner envie, puisqu'on mêle l'architecture et toujours art. Alors, maintenant, c'était cette petite aparté. Je vais vous raconter 2 projets, en fait, où j'ai commencé à aborder ces questions-là. Encore une fois, humblement, hein, parce que
On n'a pas les méthodes de projet, donc on expérimente, enfin en tout cas en France, on fait vraiment l'apprentie sorcière. Et donc le premier projet où j'ai pu faire l'apprentie sorcière, c'est sur le projet de la petite ceinture. Je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, c'est une ancienne voie de chemin de fer qui fait le tour de Paris, qui n'est plus, qui est désaffectée, qui est une friche ferroviaire qui est fermée depuis 30 ans. Et alors, donc, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous ces images pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un site absolument fabuleux, mais qui est fermé, qui est en partie fermé au public, surtout quand on a commencé à travailler dessus. Et donc, il s'ouvre peu à peu au public. Voilà, il y a quand même des sites incroyables. Donc, en fait, on avait une commande de la ville de Paris de venir co-construire, co-concevoir et co-construire les espaces, une partie de ces espaces publics. La question du genre n'était pas amenée, et c'est là où j'ai proposé, ça a commencé en 2016, je sais que la ville de Paris commençait un petit peu à se poser ces questions-là, et je leur ai dit, vous pouvez me laisser travailler sur ce sujet-là, comme je l'ai proposé gratos, évidemment, ils n'ont pas dit non. Voilà, donc ce projet-là, là où on a pu expérimenter, comme on l'a fait gratos, on n'est pas maso non plus, on n'a pas tout développé, mais on a expérimenté plusieurs choses. D'abord, un diagnostic, une observation. Regardez bien, parce que c'est un site qui était fermé au public, comme je vous l'ai dit, mais qui était quand même assez poreux. Donc voilà, on peut s'y balader, il y a quand même des usages qui s'y font, etc. Et donc ce qui nous intéressait, c'était de regarder, et c'est la première fois en 20 ans de carrière, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas jamais fait avant, c'est regarder spécifiquement où étaient les femmes, où étaient les hommes sur cet espace-là. Et ben, je remarquais qu'effectivement, ils n'étaient pas aux mêmes endroits, qu'ils n'y faisaient pas les mêmes choses, et qu'il y avait des espaces plus ou moins propices à l'occupation de ce site par les femmes. Donc ce qui m'intéressait, dans un premier temps, c'est de faire des chiffres, parce que quand vous dites « oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes », si vous dites qu'il y a 70% d'hommes que vous avez comptés, c'est indiscutable. Donc c'est ce qu'on a fait, on a vraiment, dans un premier temps, compté, regardé, et donc effectivement, sur ce site-là, il est occupé par 70%. On a fait plein de balades, plein de repérages, et régulièrement, on avait 70% d'hommes et 30% de femmes. Ce qu'on a remarqué, c'est que le week-end, les journées où il faisait beau, il y avait un peu plus de femmes. Donc ça nous a fait dire, bon, c'est peut-être une évidence comme ça, mais que plus ça monte sur un site, et plus en fait les femmes se sentent bien et y sont. Donc l'occupation plus importante a mené cette mixité-là. Ce qui était aussi amusant, c'est que c'était un site fermé au public, mais on l'ouvrait de temps en temps, puisqu'on créait des ateliers. Et dès qu'on ouvrait, dès qu'on faisait des ateliers de co-conception, là, on avait une majorité de femmes. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et on n'a pas une impression, en fait, on l'a quantifié, hein, que dès qu'on faisait des événements, qu'on amenait à de la participation, à la co-conception, on n'avait pas besoin de demander spécifiquement des femmes, elles étaient là. Donc, là aussi, c'était une première intuition. Dès qu'on commence à faire des projets participatifs, on commence à inclure aussi plus naturellement des femmes. Dernière remarque, c'est que les femmes étaient, donc je vous ai dit, dans des endroits un peu différents, et que systématiquement, on retrouvait les femmes, en tout cas en situation assise, ce qui était assez rare, parce qu'en général, elles passaient. Elles n'étaient jamais seules sur ce site-là. On a rencontré 2 femmes seules, une avec un appareil photo et une avec un arrosoir. On s'est dit, il faut vraiment avoir l'air d'être super occupée pour être une femme et pouvoir être toute seule sur cet espace-là. Donc les rares fois où on voyait des femmes assises, c'était des endroits qui étaient toujours à proximité directe d'une sortie, en cas de problème, qui étaient toujours un peu surélevés, parce que c'est un site, je vous ai montré les photos sciemment là au début, on voit que parfois c'est encaissé, parfois c'est un peu surélevé, et donc elles étaient toujours à des endroits surélevés. Et quand on les interrogeait, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous arrêtez là, elle nous répondait parce qu'en fait, s'il y a un problème, on sent qu'on est observé, on sent que voilà, on n'est pas seul et qu'on s'y sent mieux. Et aussi, ce qui était assez amusant, c'est que le moindre petit, donc c'est une friche ferroviaire assez roots, il n'y a rien, et de temps en temps, il y a des petits bouts de bois, des petits plattelages. Elles étaient systématiquement là. Comme si vraiment, alors que les hommes, ils se mettaient un peu n'importe où, il n'y a rien à faire, que ce soit du caillou ou même des quais comme ça, qui étaient un peu isolés. On avait l'impression qu'il fallait qu'il y ait un aménagement particulier pour qu'elles se sentent légitimes d'être là et qu'on les accueillait. Voilà. Donc c'est en faisant ce diagnostic un peu précis qu'on a pu déjà voir qu'il y avait une différence d'usage, ce qui n'était pas évident en fait au départ, puisque c'était quelque chose qu'on n'avait jamais
Voilà, imaginez. Ensuite, on a fait, en termes de méthodologie, on a fait des marches exploratoires. Donc, on a invité, alors là, on voulait avoir une démarche aussi inclusive, donc pas uniquement travailler avec des groupes de femmes, mais alors ça, en France, mais c'est juste très, très dur à assumer, hein, du fait qu'on fait un groupe de handicapés, un groupe de femmes, un groupe de personnes âgées, un groupe d'enfants. Bon, on l'a fait en catimini, on l'a fait, c'était très intéressant. Pourquoi on a sciemment pas diviser, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais enfin faire des marches qu'on appelait situées, c'est qu'on voulait évidemment que chaque groupe se sente bien et puisse aborder par leur regard leur thématique qui leur était propre. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour l'humanité, il n'y a eu rien eu de contradictoire. Franchement, il n'y a pas eu de... Finalement, c'était très intéressant au niveau empowerment, très intéressant au niveau humain, mais finalement, ce que demandaient les femmes, ce que demandaient les enfants, ce que demandaient les handicapés était tout à fait en harmonie. Il n'y avait pas de, voilà, il y avait pas de choses, bon, sauf les enfants qui vous demandaient des piscines et des terrains de foot, mais bon, on leur a expliqué que non, justement, le terrain de foot, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour être inclusif. Voilà, là c'est juste des petites images parce qu'ils avaient des carnets, ils devaient remplir. On a un grand souci quand on veut travailler sur des méthodes inclusives de représentation, de sortir un peu du plan parce qu'il est difficile à lire un plan d'architecte. Donc d'utiliser toujours un peu des systèmes de BD, des choses assez facilement appréhendables pour que chacun puisse comprendre où on était et proposer des usages. Voilà. Et puis un peu, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'est de l'urbanisme transitoire. Donc c'était aussi un peu illustrer, leur dire voilà ce dont on était en capacité de faire. Et puis après on a réuni tous ces publics-là, on leur a dit voilà, on vous propose de faire ça, ça, ça et ça. Des choses très simples, des objets plutôt hybrides qui ressemblaient pas à pas à grand chose, où en fait on pouvait être allongé, assis, debout, jour, nuit. Et ça nous paraît, qui était à la fois des marches, à la fois une estrade, à la fois une table, à la fois. Et ça, c'était intéressant parce que notre objectif était de ne pas figer des usages. Et je pense que dans une perspective vraiment d'inclusion, c'est aussi pouvoir offrir un mobilier qui puisse être occupé de différentes formes. Sur le chantier, on a fait attention, justement aussi pour casser un peu les stéréotypes. On a invité vraiment des femmes à être sur l'espace public, à travailler, à construire, à co-construire. Et ensuite, on a inauguré. Alors, vous voyez, c'est très simple. Hein, c'est apprentie sorcière, petit projet, etc. Mais je vous invite à y aller. Nos mobiliers ont été bien tagués. Bon, ça a été bien utilisé. Mais c'est vrai que maintenant, quand on revient, on a vraiment enfin des vieilles personnes toutes seules qui se sentent très à l'aise. Il y a une diversité qu'on n'avait pas du tout avant. Et ça, je ne peux pas m'empêcher, ça c'est mon côté un peu féministe, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a pu faire ce travail-là aussi parce que dans l'équipe projet, on était beaucoup de femmes à porter ça, parce que la maire du 12e arrondissement était une femme, parce que l'élu qui nous accompagnait était une femme, et peut-être qu'on aurait pu le faire avec un homme, je ne dis pas le contraire, mais c'était beaucoup plus simple. C'était déjà, on assumait, on arrivait à dire ça. Et je pense que ce n'est pas complètement un hasard. Voilà, c'est mon avis un peu, pas très objectif peut-être, mais bon, j'assume. Deuxième projet, 5 minutes, ça va, je suis dans le timing, 5 petites minutes, c'est sur les crèches. Donc ça, c'est un diagnostic qu'on a fait pour la ville de Bordeaux, pour les crèches et toutes les écoles. En fait, la ville de Bordeaux, comme Paris, comme beaucoup de grandes métropoles en ce moment en France, veulent transformer leurs cours d'école en des espaces végétalisés et ont mis là justement cette question de genre, là, cette question d'inclusion un peu au dernier moment et ont rajouté, c'est là où je suis arrivée. Donc ce qui était intéressant, là c'est le tout début, on a fait un diagnostic, là encore, hein, je vous parle de diagnostic, Bianca nous parlera de choses un peu plus avancées. Mais ce qui était intéressant de faire un diagnostic, donc on a diagnostiqué, alors pardon, avant on s'est un peu renseigné, on a fait un petit benchmark, voilà. C'est pour ça que le Danemark m'inspire quand même particulièrement, parce qu'on s'est beaucoup inspiré d'un programme de jardin d'enfants au Danemark qui a apporté des solutions très intéressantes en termes de végétalisation et d'inclusion, avec vraiment une réflexion spatiale et transformer ces espaces de cours d'école qui répondaient aux besoins des enfants. Enfin, puisque en fait, c'est vrai que quand on observe les cours d'école en France, je pense que dans beaucoup de pays c'est la même chose, mais elles répondent essentiellement aux besoins des adultes, aux besoins de surveillance, aux besoins de gestion,
avec les enfants, c'est un peu secondaire, ce qui est quand même un peu paradoxal. Voilà, et donc on a fait une étude, on a regardé différents programmes. Barcelone est très très intéressant, fait des choses très intéressantes sur le sujet, et puis quelques expérimentations aussi en France. Ce qui nous intéressait, c'est de voir comment justement chacune de ces expérimentations avait pu répondre aux besoins des enfants. Comment, par l'espace, par la méthode de projet, elles avaient pu permettre de meilleures interactions, de l'intimité, des apprentissages de l'éveil, de la santé, de la motricité. Ce qui paraît complètement évident. Enfin, on dit les enfants, on sait qu'ils ont besoin de tout ça, mais en fait les écoles, les cours d'école n'apportent pas tout ça actuellement. En France. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce diagnostic. On est allé dans chaque cours d'école, on a observé comment elles étaient fichues, ce qu'il y avait. Donc je vous livre un peu les constats. Le premier constat, il est plutôt d'ordre symbolique. Sur les 150, là c'était les 100 écoles, il n'y en avait que 3 qui portaient un nom de femme. Heureusement, Anne Sylvestre, notre grande chanteuse, est là. Voilà. Donc ça pose question aussi en termes symboliques. Quand on apporte ces questions-là, on doit penser aussi à tout ce qui est... voilà, tout ce qui donne à voir, 58% portaient un nom d'homme. Dans les écoles, ce qu'on a remarqué dans les cours d'école, parce qu'on se focalisait malheureusement que sur les cours d'école, il y aurait aussi beaucoup de choses à faire sur le bâtiment, mais c'était notre mission, de manière extrêmement récurrente. Alors là, je suis désolée, je me tourne parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur, mais c'est quand même assez dingue que 39% des cours d'école, comme celle-ci là, étaient centralisés avec un terrain de foot qui occupait la majorité de l'espace. Donc pourquoi ça pose problème ? Les filles aussi, elles peuvent jouer au foot, mais en fait, elles ne le font pas. Les garçons ne jouent pas tous au foot, et donc on a quand même, à part cette organisation-là, 20 petits garçons qui occupent 80% de la cour d'école. Donc ça pose effectivement question. La question de la végétalisation aussi était hyper intéressante, puisque l'objectif est de renaturaliser tout ça. Il n'y aura que la moitié des cours d'école où il y avait de la végétation. Pourquoi je parle de végétation aussi sur les questions de genre ? Parce que c'est un enjeu aussi d'apaisement, de mixité. C'est un des rares usages où petits garçons comme petites filles peuvent jouer ensemble. Donc il y a un enjeu. Et que dans la plupart des écoles où il y avait de la végétalisation, dans ces cours-là, en plus, elle est fermée. Parce qu'il ne faut surtout pas que les enfants ils mettent les doigts dans la gadoue, hein, dans la terre. Donc voilà, la végétalisation, ils la voyaient de loin. Ensuite, les jeux. Alors, à Bordeaux, mais partout pareil, hein, dans les écoles primaires, pas de jeux. Donc c'est pour ça que c'est assez simple de faire un marquage. Aucun jeu. Voilà, très peu de végétalisation. Et les jeux pour les petits sont quand même assez normés, hyper normés, puisqu'on avait toujours la petite maisonnette et le petit train, voilà, qui quand même... déjà genre bien les choses et puis amène un imaginaire quand même extrêmement restreint. Hein. Alors c'est sûr, c'est très sécure, mais bon, c'est quand même pas très voilà, pas très rigolo, non. Ce qui était assez amusant, c'est que, alors celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une cour de crèche. Et là, on voit l'organisation de l'espace. Alors, on préfigure le foot. Hein. Là, c'est pas le foot parce que les petits ne jouent pas au foot encore. Mais en plein milieu de la cour, on a les petits vélos dédiés aux usages hyperactifs, complètement cloisonnés. Il ne faut surtout pas qu'ils se mélangent. Et puis encore en plein milieu, à 80%. Et encore une fois, les usages plus doux en périphérie. Donc déjà, dans l'organisation spatiale, dans la cour, on a quand même des usages un petit peu intrigants. Voilà, et puis quelques bons exemples, mais je vais... Et puis dans les usages qui étaient proposés, dans les cours, dans les plus grands, je vous disais qu'il n'y avait pas de jeu. Heureusement, rassurez-vous, les enfants pouvaient s'asseoir. En fait, ils pouvaient être debout ou assis, mais il n'y a rien d'autre, en fait, dans ces cours d'école. Quelques exemples et puis souvent assis en périphérie, évidemment, collés contre les murs. Voilà. Et puis ensuite, de ça, qu'est-ce qu'on en a fait ? Des préconisations spatiales, inspirées de tous les exemples qu'on avait vus. Donc là, je passe très vite.
une organisation, ce qu'on appelait archipélisée, donc justement sortir un peu, casser ce côté hypercentré, et ce qui amène aussi une diversité d'usages, des objets justement un peu diversifiés, sortir du petit camion et de la petite maison, mais ouvrir un peu à l'imaginaire et permettre aux enfants de, un jour c'est une montagne, le lendemain c'est un camion et puis le surlendemain c'est autre chose. Voilà, travailler aussi sur la course étant lieu d'apprentissage, apprendre autrement, donc comment on peut permettre aussi à apprendre autrement dans une cour, la dextérité, enfin c'est vrai qu'il n'y a rien, vous avez vu dans ce que je vous ai montré, il n'y a rien pour pouvoir un peu se prendre des risques, parce que, surtout il faut que les enfants ne tombent pas et ne prennent aucun risque, alors qu'on sait que la prise de risque c'est ce qui permet l'apprentissage, d'être fort, de pouvoir aussi pour les petites filles comme les petits garçons, de pouvoir un peu se renforcer et prendre confiance en soi. Et puis, voilà, évidemment, les espaces végétalisés. Et puis, je vais vite passer, j'arrête là. Ce qui était assez intéressant aussi, vous voyez que toutes les cours sont extrêmement plates, il n'y a rien. Et c'est travailler aussi sur le modelage des cours pour pouvoir aussi créer ces espaces un peu de retrait, d'intimité qui vont pouvoir apaiser les choses. Just a fun fact. I was just like, when you were talking about how, we had all these schools that are named after men and none named after women. There are, in fact, more CEOs in Denmark named Lars than there are female CEOs altogether. Fun fact. So while Anne have been talking about, the specificness of, we have the challenges, obviously, in this country with, how the whole industry is set up, and also the specificness of projects. What I'm going to be talking about more so is, you can say, the whole urban agenda kind of thing. I do have 2 examples. I won't get into details as specifically as Anne did, and also I can't speak as fast as you can. So there's no way I could do that in 20 minutes. So the thing about the cities that we have is that, and in fact everything with design and architecture reflects our society. It always has. This is the way our business works. But the point is, there's no real rational reason why our cities look the way they do. There are only irrational ones. And when you think about it, a lot of people are like, oh, it's because of the economy, or it's because of history, and so on. Well, in all fairness, we all know now that history reflects certain users and not everyone, right? Women, slaves, people of color, they have never been part of the history, right? So talking about it as a given fact is irrational, because it's not, right? So we lack rational reasons why our cities look the way they do, including why they are designed for cars majorly, or mainly, when the majority of people in urban areas don't own a vehicle. That doesn't make any sense. So let's just keep that in mind, right? Those rational stories we've been told to believe are in fact not necessarily true. I'll give you an example. 30% of the world's population suffer from allergies, hay fever. Now, due to some gardening principles that were put in place in the 1800s, where some white men in top hats smoking cigars around a table decided that female trees would be inappropriate in urban areas. It's too messy. It's too inappropriate. It doesn't really resonate with the pristine city of the future. These gardening principles, these urban planning maintenance principles are still in use today. We have not been questioning them. Male trees have pollen, hence you get the hay fever. If we were to exclude male trees, we would alleviate all those symptoms of pollen hay fever. But we don't do that because of a principle some guys made around a table at some point. That's irrational. I'm sorry, that is completely irrational. So me and a colleague of mine, a friend of mine, he's an engineer, he's good at math. I'm not that good at math, but he's really good at math, right? We did this calculation where we were looking at, okay, so one thing is that you can access the city, that you can sort of get around, and like the city on paper is for you. But then we would look at, is it truly for everybody? Like look at which spaces do people feel welcome? Do people feel like, like you were saying, it's legitimate for me to be here. I am allowed here, but not just allowed. I'm actually appreciated here. I bring value to this space, and this space brings value to me. That kind of deep feeling, sense of belonging. Then if we look at London, the city of London, this is the inner city, obviously. I'm not talking about the greater London. That's a huge area.
But the inner city, if we look at that, then we're saying, okay, so user groups like women, for instance, I mean, since the horrible accident that was happening in London a few years ago, no one walks home alone. No woman walks home alone anymore, right? Because they're afraid of getting attacked and raped and whatnot, right? So women, you take those out at least at night, right? They don't walk on the streets anymore. Seniors, how are you going to get around? Like a place like London, where you can't even cross the street before the green light is over. Like you can't, there's not enough time. It's just not safe, you know? And kids, how many people would let their children walk around London City unparented or unguarded by you? Like, no one would do that. They're not safe, right? You got your teenagers too. No one wants the teenagers around because they don't have enough money to purchase stuff in stores or in cafes. And if they're just sort of hanging around, then they're loitering. And then they're a problem. They're not a liability, right? So the teenagers are excluded too. And then obviously you got your LGBTQ plus community. There's a lot of hate crime that goes on in London, make no mistake, right? A lot of people getting beat up for just being who they are. And then all your low-income people who are not spending money in the stores. So all of a sudden you're excluding all those people to a lesser or higher degree, and what you're left with is potentially up to 72% of the population is excluded from the city. That's not okay. That's simply not okay. And we need to stop that, right? And so what's interesting is that when we look at the world around us right now, we have this wave of change coming. We have the Black Lives Matter and the Me Too movements. They were great. They were pivotal in the sense that they showed us a sense of direction and they gave us encouragement and empowerment. But we have a whole bunch of stuff that's coming our way, right? And I would argue that the majority of politicians and policymakers in cities, they have no clue what's about to hit them. They're like that guy right there. You know, that guy, he's like, help, help, because they don't know what's coming. Less than 1/3 of the world is white. So we need to stop talking about the others. We can't stop othering, but we can't keep othering people who are not white, right? We can't continue to westernize the world. It's not going to work that way, especially when 60% of the world's population is Asian. We should be Asianating, what do you call it, the world, right? 1 in 6 of Gen Zs identify as LGBTQ+. In my generation, that's 1 out of 10. So there's a huge increase. And that increase is just going to continue and continue and continue. That's not stopping anytime soon, right? And also how, for instance, we see in a lot of the developing countries that economic growth follows women's achievements. Women's achievements almost solely. So if you make space for women to achieve stuff in an economic level, you raise the country up. If you make space for men to do the same, you don't raise the country up. So how are we going to deal with things in the developing world? Empower women, obviously. And then how the world's senior population is growing super fast. I'm going to live to be 100. I'm sure of it, right? But I'm not going to keep working until I'm 100, right? I'm going to probably be using a walker or a wheelchair or whatnot for at least 10 years of my life. Do I want to be stuck? Do I want to be that person that has to like call someone up and then I go to the back of the building and there's a special ramp or elevator for me so I can get, that is undignified. I don't want that life, right? So we got to make these changes. We got to make them now because it's a giant wave and it's coming up and it's going to catch us. And that poor guy, he's going to sink in his little white male privileged boat, you know? So what I'm saying is the future is all inclusive. That goes for gender, it goes for age, it goes for socioeconomic status, and we gotta get used to it, right? So what does that mean for architecture and design? Well, I have 2 examples. One which is the ideal world, and one which is not the ideal world. So we can talk about it, and maybe, you know, we can talk about more afterwards in the questions. The first one is a tiny little democratic gem that's hidden in a tiny little forest, in a tiny little city, in a tiny little country. It's called Skørping School. And in Skørping, they did a playground that turned out to be one of the most successful public spaces they have in the entire region. And it's a tiny space, but it's brilliant. And, you know, I was looking through it and like, how am I going to explain this little magical wonder
Don't go and visit. It's a long journey for a tiny place. But, you know, how am I going to explain this? So I'm thinking, okay, there are 3 lessons. There are 3 main lessons from this space that we can, you know, all take and apply, I would say. So, Anne, I'm looking at you. You're going to apply these. Yeah, okay. You got to challenge common sense. It's the first lesson we can learn from Skirping. So these are swings, as you can see. Now, usually, teenagers will not use the swings unless no one's watching, because it has the stigma of being a kid. It's for babies and for toddlers. So what do you do if you want to create accessibility to swings as an object? You remove it from the toddler playground. They put it in the forest. So you walk out into the forest, and there's this circular swing. And what's great about the circular swing is you're facing each other. So it's a social space. And what you see is that all of a sudden you're freeing up the experience of being on a swing to include everyone, right? People would exclude themselves from the swing because it wasn't socially acceptable to use a swing. If you're a teenage boy, it doesn't really add to your coolness factor if you're using the swing in the toddler playground. But when you're doing it here, it's a different story. So we gotta challenge common sense. Does that make sense? Okay, cool. Next one. Blur the lines. This is something we see over and over again when we're talking about a lot of the groups that have been excluded for decades, centuries, is very strict rules reminds them of a certain hierarchy where they have not always been included. So if we blur the lines, all of a sudden we see new behaviors emerging. We see how people can use spaces in a new way, a way we didn't anticipate, a way we didn't see. And what we see specifically with young girls is they love to blur the lines. And in fact, what they love to do the most, one of their favorite activities, is to disregard rules and make up their own. They love that. I'll give you some examples. For instance, a traditional football court, right? If someone, for instance, from the group has a sprained ankle, then they will decide, and this is via observation studies, you know, I've been observing all these spaces for past decade or so, they will decide everyone should just play on one leg because then we're equal. And that's a new rule. But you would never see that with boys. Then he would just sit it out. You know, he would wait it out, right? Or if it's only sunny, if the sun is sort of like only in one end of the field, of the playing field, they will only play over there. They will just limit the soccer court to just being over there where the sun is. So they are freeing themselves of rules. Now, if we do that, if we allow for that behavior, we are including the people who like to do things that way, which statistically is our excluded users. Last one is foster social mastery. Everybody needs social skills, particularly in a world that's urban, particularly with the wave of change that I was just talking about that's coming. Now, we often have a tendency when we talk about particularly girls in urban spaces, but also women, to talk about how they just sit around. They don't really do anything. They don't participate. And there's something very interesting about that, sitting around, because they're not just sitting around. Sitting around means you're sitting there and watching someone else. You're people watching. Now, that is a highly complex social mechanism that happens, right? You are looking at others, you're assessing what's going on, you're assessing the situation, you're looking at causality between one action and a reaction. You're noting all of that every day, right? You're looking at how does that impact the group dynamics, how does that make that person feel, you're reading facial expressions, you're doing all of that, and you're doing it hourly, daily, all the time. This makes girls masters of social skills. We often talk about how, oh, they're just more mature than the boys. No, they are better at social skills because they've been practicing. They practice, practice, practice. Just like the boys are great with the ball because they practice, 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 right? So again, there's a sort of inequality in the way we talk about what is the value of the activities that different users do in public space. So make sure to allow for people watching. It's really critical. Now, that was in an ideal world, right? If we could all do like Skirping. But then we also have the rest of the city, where a lot of things are just not working the way we would want them to work.
So what do we do then, right? Because we got a whole lot of city that is not necessarily working the way we need it to. Well, all hope is not lost. We have curation. And we were talking a little bit about what's that called in French. And I don't know. Did we land on something? We landed on mediation. It basically, when we were talking about before, we were talking about how to design for everyone. Now we're talking about how to invite everyone, right? And so I am going to show you this example. This is from Copenhagen. This is a place called Charlotte Amundsens Plads. It's a cute little square, although it's very exclusively for boys and young men. And that's why it's a great example, right? We have this giant basketball court, and we got some skating rinks, or a sort of deconstructed skating rink sort of scattered around with these crystalline shapes. And then we got a tiny, tiny toddler playground, and then we got a cafe in the corner. And really, it's appropriated by men 24/7, right? But then at some point, the city of Copenhagen started doing things differently. They started thinking about, okay, so we can't really redesign because that's really expensive. What if we just try to invite and create like happenings or events that could sort of pull people in? So there is definitely some lessons from Charlotte Amundsens Plads. And one of the things with curation that we can definitely learn about is to target the excluded, specifically target the user groups that have been excluded. So here you see, this is I'm so happy I got this shot. This was a really lucky moment. But so here you see, wait, let me get the pointy thingy up. Is it that one? No. Is it that one? So here you see all these girls in power poses. And all these women in power poses, because they got a Facebook invite saying, come to mother-daughter basketball tournament. And they're like, okay, I'm invited. It's my space. And then all the boys that are usually there are sort of like out on the side. And they're like, oh, well, should I go home? Should I stay? When are they going to be done? And these women just took over that space. And every year when there's this tournament, they just take over that space. And they are ruthless. They don't care. The boys don't get a chance. And I'm not saying that's a good thing, because I want everybody to be included. But I'm saying every once in a while, it's nice to flip things around, you know? So this is a wonderful spectacle. And what empowers these girls, because I was interviewing, obviously, all these girls, is the fact that they had that Facebook invite. So they sort of had a pass. Like, here's my pass. I can be here. This is my space today. That's great. Another example, or another lesson that we definitely can learn from this place, is to make it easy to join. So often we have things where you gotta sign up, or even worse, it costs money, because not every user group has money. So you gotta make things free. That's the first thing. You gotta make things free. You gotta make it drop in, not sign up. And then you gotta allow for reality, if I basically wanna say this. So here, here's a little girl. She's part of a big event where they are doing body paint, and they're painting on the basketball court and whatnot. And obviously her mom comes with her, but then what's the mom gonna do? Because she's not gonna participate in that event. So the cafe pulls in extra chairs and has like discounts on baked goods and coffees and whatnot, so that the parents can sit there for hours and like keep buying coffees and keep drinking coffees until they're all pumped up down caffeine, you know. But then at least they're there, and you make it easy for the parent to come. You know, they're not going to be like in the shade, kind of like, what am I doing here? I'm just waiting it out. You turn it into a thing that's easy for them. And then this is my favorite. Those of you who don't speak Danish can't read it. But throughout the summer, this tiny little square has this thing which is ballroom dancing for seniors. And so what they do is they put out these giant speakers to just fill that space with Frank Sinatra and Tony Bennett and all these seniors who just dancing their hearts out. And it's always a great spectacle. People love to see seniors dancing because they know how to dance. They know how to dance, right? I mean, what we do, my generation and younger, is like, that's like, what is that? Is that a chicken having his head cut off or what? These people know how to dance. And it draws a crowd, and it's amazing, right? And just for that moment, just for that event,
these seniors feel like they're not in the way, they're not an inconvenience, they don't have to watch out for, you know, high-speed traffic. They're just there and they're invited and they're included. And it's amazing. Last one, and then I'm gonna be done. I can see you looking at me. Repeat, repeat, repeat. Once you get something right, you have to keep on doing it. Like repeat, repeat, repeat. I cannot repeat this enough. This is the square now, like 10 years into this strategy, and you see how much diversity we got, right? It's incredible. You got all sorts, all walks of life is there. And it's because you sort of kind of, when you walk by, you know, when interviewing a lot of these people, it's like, well, I kind of remember that day when we were there. And then somehow it becomes your space. So over time, this will create a change. But you got to repeat. It's a marathon, it's not a sprint, right? So, summing up, design if you can, hack it if you can't, curate it. That's it.